Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents à ce webinaire. Bienvenue. On va pouvoir commencer ce webinaire donc sur le thème comment construire ou réinventer votre Insight communauté. Donc, je suis Mathieu Perrin, vice-président chez Potentiate, et toute l'équipe Potentiate ainsi que nos clients MAF qui sont présents aujourd'hui sont ravis de vous accueillir. Alors, en introduction, on peut dire qu'au cours des 20 dernières années, les communautés d'insight se sont développées au sein des organisations progressivement. Et avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, la pandémie en particulier, on a observé chez les différentes marques un besoin accru d'accélération et de changement dans le process de recueil d'insights, et aussi un besoin accru des marques d'être connectées avec leur public stratégique, ce qui favorise le développement de ce type d'initiatives d'insight communauté. Donc, au travers de ce webinaire aujourd'hui, nous allons vous parler de la construction et de la réinvention d'une insight communauté qui correspond à une des expertises principales de la proposition de valeur de Potentiate, et on espère que vous en tirerez de nombreux enseignements. Nous allons donc aborder plus particulièrement aujourd'hui les sujets suivants. Après un rappel du contexte autour des dispositifs communautaires, on parlera de la définition de l'importance de la définition des besoins initiaux en fonction de l'objectif. En effet, une communauté, c'est avant tout un dispositif customer-centrique ou voilà, market-centrique qui peut varier en fonction des objectifs, qui peut varier de taille, qui peut intégrer différents types de cibles. Et donc, la définition des besoins des parties prenantes est clé, bien entendu, avant le lancement du projet. On parlera aussi des façons, des différentes façons de travailler pour un annonceur et de s'organiser au sein de l'entreprise lorsqu'il lance ce type de dispositif, du type de livrable et d'output qu'on peut en retirer, du design et des caractéristiques des communautés, et de la sélection aussi des plateformes technologiques, du système de plateforme. C'est un point assez clé sur ce type de dispositif. En effet, le marché des plateformes communautaires et l'offre technologique, elle a énormément évolué ces derniers temps. Et chez Potentiate en particulier, on peut vous aider à vous y retrouver dans ce maquis, on va dire, des MarTech, pour trouver la techno qui correspond à vos besoins, sans faire de sous-qualité, mais sans faire de sur-qualité non plus, avec un rapport qualité-prix et efficacité optimale. On abordera aussi le sujet de la mise en place de la communauté, si c'est une première fois, ou de sa réinvention, de sa migration, si c'est un projet qui existe déjà au sein de votre entreprise. Et enfin, on a le grand plaisir d'accueillir l'AMAF, avec qui nous travaillons et qui a accepté de témoigner de son expérience avec sa communauté MAF et vous, qui est en place depuis 8 ans maintenant. Donc, si vous avez des questions pendant le webinaire, vous pouvez bien sûr les écrire dans l'outil questions-réponses en bas de votre écran. On y répondra à la fin du webinaire. Et nous allons enregistrer la session que nous vous enverrons après le webinaire, accompagnée d'une copie de notre manifeste sur les communautés. Vous pourrez donc partager tout cela avec vos collègues si besoin. Pendant la présentation, y compris la session questions-réponses, vous serez en mute. Donc, si vous avez des questions, merci de les écrire dans l'espace Q&A. Je laisse maintenant la parole à Amélie. Merci Mathieu et bonjour à tous. Donc pour commencer, nous allons partager avec vous nos bonnes pratiques pour vous guider dans la création ou le relancement de votre communauté d'études. Et ces bonnes pratiques se basent sur les travaux de Ray Pointer, notre Chief Research Officer, et bien sûr sur notre expérience de plus de 10 ans dans le management des communautés. Donc, pour commencer, un peu de contexte autour des Insight Communautés. D'abord, d'après le Grit Report, c'est l'innovation qui a connu l'évolution la plus rapide de ces dernières années dans le domaine des études. Et avec le contexte actuel, on voit même encore une accélération de ce trend. Et cette évolution rapide, elle s'explique évidemment par les bénéfices que les Insight Communautés apportent. Ce sont des dispositifs qui permettent de mettre vos clients et vos consommateurs au cœur de vos décisions, de renforcer vos approches customer-centriques. Elles contribuent à rendre votre business plus agile. Elles vous permettent d'être vraiment connectés dans la durée avec vos cibles stratégiques et de collecter des insights de manière rapide et flexible.
Par ailleurs, elle favorise la collaboration au sein des organisations, en facilitant l'accès et la diffusion des insights à toutes les fonctions au sein des entreprises. Et enfin, elles doivent évidemment permettre de générer des insights de manière engageante et efficace, tout ça vraiment en maîtrisant vos budgets. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, je vous conseille de lire le manifeste que Ray, a écrit il y a quelques semaines sur, ce qu'une communauté doit faire et comment elle doit être gérée. Mais aujourd'hui, on va se concentrer plus sur la phase amont, avant de bien gérer ma communauté et bien comment je la construis, ou comment je la réinvente si elle existe déjà. Donc, chez Potentiate, il y a beaucoup de professionnels des études, et des experts de gestion de projet. Donc, on adore les process, et on trouve ça efficace. Et donc, pour, vous aider à créer les communautés et c'est ce qu'on fait quand nous, on aide nos clients et prospects à lancer ou relancer une communauté, on va utiliser un process pas à pas, en 6 étapes qu'on va, détailler, dans la suite de cette présentation. La première étape, c'est évidemment, de repartir des besoins, de faire le point sur les besoins de vos commanditaires internes, en matière, d'études. Et pour commencer, on va évaluer les besoins qui sont déjà satisfaits et il faut vous demander si ces besoins pourraient être satisfaits de manière plus rapide, moins chère ou peut-être de manière plus démocratisée au sein de votre organisation. Et si c'est le cas, vous pourriez, vouloir utiliser donc, votre communauté pour répondre à ces besoins. Peut-être pas tous, mais au moins une partie de ces besoins. Ensuite, vous allez regarder tous les besoins internes qui, pour le coup, ne sont pas encore satisfaits. Les besoins en matière d'insight, évidemment, des équipes marketing, mais aussi d'autres équipes telles que la R&D, la communication, le digital, vraiment toutes les équipes qui aujourd'hui ont besoin d'informations ou auraient besoin d'informations pour prendre leurs décisions, mais qui n'ont pas ces informations aujourd'hui. Et évidemment, l'idée de cette communauté, c'est de chercher à répondre à un maximum de ces besoins. Mais encore une fois, vous ne pourrez sans doute pas tous, répondre à tous ces besoins. Le troisième paramètre à prendre en compte, ce sont évidemment les ressources et les budgets disponibles. Est-ce que les équipes ont le temps de mener des projets en interne? Est-ce que vous pouvez allouer des budgets supplémentaires ou est-ce que des budgets alloués à certains besoins qui sont déjà satisfaits pourraient peut-être être réalloués différemment pour satisfaire ces besoins de manière plus efficace via une communauté? Mais c'est cette pyramide qui doit vraiment être la base de vos réflexions pour lancer ou relancer votre projet de communauté. Bien définir les objectifs de votre communauté pour ensuite voir quelle est la meilleure solution. Une fois qu'on est clair sur les objectifs, il va falloir également anticiper et penser aux manières, à la façon de travailler avec votre communauté que vous souhaitez mettre en place. Pour ce faire, il y a 2 dimensions clés à considérer. La première, c'est qui va faire le travail? Est-ce que vous demanderez à une agence de le faire? Est-ce que ce sera centralisé au niveau de l'équipe Insight ou est-ce que ce sera, démocratisé, plus généralement au sein de votre entreprise avec, toutes les équipes qui pourront finalement, gérer, des projets et avoir accès à votre communauté? La deuxième dimension, porte sur l'angle, que vous souhaitez donner, à votre communauté. Est-ce que c'est, plutôt un panel qui va vous permettre, de mener des études quantitatives ou de recruter des participants pour des études qualitatives? Ou est-ce que vous souhaitez avoir une vraie approche communautaire qui place vraiment, vos clients ou consommateurs au cœur de votre organisation? Et sur la base de ces 2 dimensions, finalement, il y a une multitude de scénarios qui vont être possibles. Par exemple, vous pouvez vouloir avoir une approche communautaire co-gérée par l'équipe Insight et une agence, qu'on va appeler, nous, un service assisté. Ou un autre scénario qui peut être avoir une approche panel avec une utilisation très large au sein de votre entreprise sur la base de templates finalement, prédéfinis et que toutes les équipes peuvent utiliser quand elles ont un besoin. Donc ces scénarios sont vraiment, très variés et peuvent aussi être évolutifs dans le temps, mais c'est vraiment impératif de réfléchir aussi en amont, à la façon, dont vous souhaitez commencer à travailler avec votre communauté.
Ensuite, il faut penser aussi aux livrables, aux outputs que vous voulez générer pour répondre à vos objectifs et à vos besoins études. Est-ce que vous avez besoin de data brute, d'analyse ou de juste montrer des données? Quel type de rapport? Est-ce que vous voulez des tri Excel? Est-ce que vous voulez des dashboards en ligne, des rapports d'études avec des analyses, des recommandations des équipes? Le type d'échantillon, c'est un élément important également. Est-ce que vous allez avoir besoin de cibler toujours les mêmes personnes ou est-ce que pour des besoins spécifiques, il faudra aller cibler un profil bien particulier? En termes de critères de tri, est-ce que vous aurez aussi besoin de regarder sur des populations avec des caractéristiques très spécifiques? Sur la génération de données, est-ce que c'est plutôt des choses quanti ou quali que vous souhaitez générer par rapport à vos besoins études? Est-ce que vous souhaitez faire des choses simples avec des tris simples ou des tris croisés ou est-ce que vous voulez aller vers des analyses plus avancées telles que les analyses conjointes ou la possibilité de faire des segmentations? Est-ce que vous allez mener des études qui vont être standardisées en utilisant des templates, des approches et des livrables vraiment formatés ou est-ce que vous allez traiter des problématiques très ad hoc? Et enfin, quels devront être les délais de mise en œuvre entre la demande que vous allez recevoir et la livraison des résultats? Donc, il faut vraiment aussi considérer tous ces aspects. Et c'est seulement à la suite de ces 3 premières étapes que vous allez pouvoir commencer, à réfléchir aux caractéristiques plus techniques, hem, qui vont, dont vous allez avoir besoin pour répondre, à vos enjeux. Et pour ça, on va utiliser une technique qu'on appelle la méthode Moscow. Parce que comme vous le verrez et on en reparlera, on pourra sans doute jamais avoir, un dispositif qui ont toutes les caractéristiques que vous souhaitez et donc il va falloir, prioriser les choses. Et c'est pour ça qu'on utilise cette méthode. On va identifier les must have, donc tout ce qu'on doit avoir de manière obligatoire, les should have, ce qu'on devrait avoir qui apporterait une vraie valeur au dispositif, mais sans être indispensable. Les could have, ce qu'on pourrait avoir mais qui reste secondaire et enfin les want have, ce dont on n'a pas besoin. Et donc en utilisant cette méthode, on va regarder, et noter quelque part, les différentes caractéristiques principales, du système ou de la plateforme. Donc tout d'abord, les types d'études, quantitatives, qui sont offertes, que ce soit en type de questions ou des approches spécifiques. Les capacités d'analyse, est-ce que vous voulez faire des choses très simples ou est-ce que vous voulez avoir des systèmes de pondération, par exemple, ou d'échantillonnage particulier, la mise en place de quotas, par exemple? Les possibilités en termes, d'approche qualitative, est-ce que vous souhaitez pouvoir faire des forums, des focus group, de l'ethnographie sur smartphone? Est-ce que ça va être des projets, quali complexes ou des projets, plus simples? Autre, point important, les outils d'engagement dont vous avez besoin. Est-ce que vous souhaitez pouvoir envoyer des newsletters, relayer sur vos réseaux sociaux, mettre en place des systèmes de gamification ou des programmes, d'incentives automatisés? De quelle manière vous allez vouloir, vous pouvoir, interagir avec les membres? Est-ce que c'est simplement de l'email ou est-ce que vous voudriez aussi, pouvoir les contacter via des, systèmes de messagerie ou via, des SMS ou des applications, particulières? Et enfin, est-ce que votre entreprise a des exigences, spécifiques en matière de sécurité informatique? Donc sur cette étape, il est possible que vous ne connaissiez pas forcément, toutes les, caractéristiques et toutes les, fonctionnalités techniques, possibles et donc il peut être intéressant de vous faire accompagner par, des experts sur le sujet. Et bah, une fois qu'on aura priorisé, toutes les différentes caractéristiques qu'on souhaite avoir dans notre système, c'est là qu'on va, sélectionner, le bon dispositif. Cependant et comme je vous le disais juste avant, vous verrez qu'on n'aura sans doute aucun système qui pourra répondre à l'intégralité de vos besoins. Ou peut-être que des fois, il faudra une combinaison de systèmes et puis il faudra aussi forcément remettre tout ça en regard, avec vos contraintes budgétaires.
Et là, on vous conseille d'échanger avec les fournisseurs potentiels pour identifier éventuellement, les optimisations possibles pour maximiser la réponse, à vos besoins ou mieux prendre en compte vos contraintes budgétaires. Mais il faudra sans doute, refaire un tour sur les caractéristiques que vous souhaitez et réutiliser la méthode Moscow pour reprioriser les choses. Donc voilà, une fois que le système, sera sélectionné, il faudra mettre en place votre, communauté et pour vous aider, je vous invite à lire le manifeste des communautés qui partage les 10 points clés, de la réussite de votre communauté et bien sûr, à écouter attentivement la suite de ce webinaire. Gwenaëlle va rentrer dans le détail de comment créer une communauté et puis, Stéphanie de la MAF partagera son expérience avec sa communauté. Merci. Bonjour à tous, je suis Gwenaëlle Dahl, Senior Client Service Manager chez Potentiate. Avec mes 6 ans d'expérience dans le domaine des insights communautés, j'ai pu aider, et d'ailleurs j'aide toujours un certain nombre de clients de divers secteurs, que ce soit banque, assurance, médias, FSIJ ou autres, à créer leur communauté. Et donc aujourd'hui, je vais partager avec vous les étapes clés pour créer une communauté. Donc la création d'une communauté, ça passe par 3 étapes clés. Donc la première, c'est définir la promesse ou value proposition de votre communauté, c'est-à-dire ce que vous allez proposer en fait à vos membres en contrepartie de leur temps et de leur contribution. C'est ce qu'ils vont pouvoir en fait retirer de cette expérience. C'est la notion de communauté d'intérêt dont nous avions parlé lors de notre précédent webinaire. Il faut que les membres en fait aient un intérêt à rejoindre votre communauté. La deuxième étape, en fait, ça va être juste de mettre en place techniquement la communauté. Et enfin, une fois cette communauté créée, il faut la faire vivre au sein de votre organisation, qu'elle n'ait pas été créée pour être créée, parce que aujourd'hui, c'est bien d'avoir une communauté de clients, mais il faut qu'elle serve réellement à votre organisation, en d'autres termes, qu'elle réponde bien aux besoins en fait, des parties prenantes définies en début de projet. Comme je disais, la première étape dans la création d'une communauté, ça va être de définir la promesse ou la value proposition de votre communauté. Et pour ça, en fait, il va falloir répondre à 3 questions. La première question, c'est qui va rejoindre la communauté? C'est un peu la base de votre communauté, c'est-à-dire qui vous souhaitez inviter dans votre communauté, quel est le profil des gens qui vous intéressent et construire des personas de vos futurs membres va vous aider à mieux les visualiser. Donc, c'est une de nos recos de créer en fait des personas de vos futurs membres. Ensuite, qu'est-ce qui les fera rejoindre la communauté? Vous savez qui vous souhaitez inviter. Maintenant, il faut leur donner envie de rejoindre la communauté. Et pour ça, il faut définir ce que vous allez leur proposer. Donc, mettre en avant les bénéfices qu'ils retireront de cette communauté. Donc, je ne parle pas ici de bénéfices monétaires ou d'incentives, mais vraiment de bénéfices intrinsèques à votre communauté, tels que l'exclusivité, être un client privilégié de la marque, avoir une influence sur la marque et ses produits, enfin, ce type de bénéfices. Et enfin, la dernière question, c'est qu'est-ce qui les gardera engagés dans la communauté? Et donc concrètement, en fait, c'est comment vous allez concrétiser cette promesse, comment vous allez réaliser ce que vous avez promis. Et ça passe par l'élaboration d'un plan d'engagement. Donc par exemple, si vous avez indiqué qu'ils auront une influence sur la marque, il va falloir prévoir de leur faire des retours réguliers, que ce soit mensuels, trimestriels, sur les études auxquelles ils ont participé et vraiment à quoi leur retour vous sert. Ou bien si vous avez parlé de co-création, à vos membres, il faudra identifier les projets clés dans lesquels la communauté pourra intervenir et co-créer avec vous. Ou encore, si vous avez mis en avant la notion d'exclusivité, il faudra s'assurer que vous la respectez en leur fournissant du contenu exclusif ou en avant-première, par exemple le lancement d'un produit en avant-première. Ensuite, une fois que vous avez défini votre promesse, vous savez qui vous allez inviter et comment vous allez les garder engagés, il va falloir créer techniquement votre communauté. Et là aussi, ça va passer en trois points clés qui en fait s'imbriquent les uns aux autres. Donc, la création en fait d'une communauté, elle va avoir plusieurs aspects. L'aspect technique, c'est-à-dire la création du site, l'aspect créatif, l'aspect légal. Et donc, en fait, il faut intégrer le plus tôt possible les différentes équipes nécessaires à la création de cette communauté, c'est-à-dire vos équipes IT, votre équipe communication, votre équipe légale et toutes les équipes nécessaires chez vous à la création de cette communauté.
Ensuite, une fois que que toutes les personnes concernées sont impliquées dans le process, on va passer au design en fait concret de la communauté, c'est-à-dire lui trouver un nom, définir une identité visuelle, définir aussi le ton de la communauté, si vous voulez quelque chose de très vraiment dans la proximité ou plutôt quelque chose de formel ou un mélange un peu des deux. Et tout ça, en fait, en ayant en tête d'une part les contraintes de votre organisation, comme par exemple la charte graphique, mais aussi et surtout la value proposition de votre communauté et les personas aussi que vous aviez définis précédemment. Et enfin, une fois que la communauté est créée, on va pouvoir commencer à recruter nos membres. Et pour ça, alors, il va falloir d'abord identifier les sources de recrutement disponibles dans votre organisation que vous souhaitez utiliser. Donc, ça peut être des bases CRM, ça peut être les réseaux sociaux, votre site internet ou toute autre source. Et ensuite, il va falloir aussi créer le message d'invitation, toujours avec cette value proposition et ces personas en tête quand vous faites ça. Ce travail en amont, en fait, sur le recrutement, ça peut être réalisé en parallèle de l'étape de design de la communauté, parce que comme je le disais en préambule, ces trois points clés, en fait, s'imbriquent les uns aux autres, et donc certaines étapes peuvent être réalisées en parallèle. Donc, une fois le recrutement lancé, le travail n'est pas terminé. Une communauté est réussie si elle est utile et trouve sa place au sein de votre organisation. Et pour donner vie à votre communauté au sein de votre organisation, il faut d'abord définir des process clairs, notamment pour tout ce qui est brief d'études. Vous pouvez créer des templates de brief à compléter ou encore une roadmap études partagée avec la possibilité de faire des demandes d'études. Autre process important à mettre en place, c'est celui du retour d'études, c'est-à-dire obtenir du feedback de la part de vos commanditaires sur l'utilité et sur les retombées de l'étude que vous puissiez en fait à votre tour transmettre ce feedback aux membres de la communauté. Mais pour pouvoir suivre ces process et vous envoyer des briefs, il faut aussi et surtout, que vos stakeholders soient au courant en fait que la communauté existe. Et pour ça, en fait, il va falloir promouvoir la communauté au sein de votre organisation en expliquant de façon claire les bénéfices de celle-ci et les modes de fonctionnement. Alors, c'est une étape à suivre sur le long terme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très important d'informer vos stakeholders à son lancement pour leur dire que la communauté existe. Mais c'est surtout important de faire des piqûres de rappel régulièrement pour qu'ils aient toujours en tête que la communauté existe et en quoi ça peut les aider, quels bénéfices ils peuvent retirer de cette communauté. Certains de nos clients, pour faire ça, envoient des newsletters trimestriels ou mensuels avec les derniers insights issus de la communauté. D'autres font des réunions mensuelles ou encore des courtes vidéos de type l'insight du mois. Mais quel que soit le canal utilisé, il faut toujours rappeler le process en fait, pour réaliser une activité, pour pouvoir vous envoyer un brief d'études. Et enfin, on ne fait pas tout ça juste parce que c'est super génial d'être en contact avec vos consos. Ça l'est, hein, mais ce n'est pas le but. Il faut pouvoir en fait démontrer l'utilité de la communauté et donc mesurer le ROI de cette communauté. Donc la mesure du ROI, elle est propre en fait à chaque organisation. Certains auront des KPI plus études, comme le nombre d'études réalisées par an grâce à la communauté. D'autres en auront des plus business, comme l'accélération du temps de développement d'un produit grâce à la communauté. Et parfois, en fait, ils peuvent avoir aussi les deux, c'est-à-dire à la fois des objectifs études et des objectifs business. Chez Potentiate, nous mettons en place avec nos clients ce qu'on appelle des success plans, où on va définir ensemble un certain nombre de KPI afin de mesurer en fait ce ROI et le suivre dans le temps. Et puis certains de nos clients aussi mettent en place des études de feedback auprès de leurs stakeholders. Ça leur permet de traquer leur satisfaction et puis aussi de savoir si la communauté correspond toujours bien à leurs besoins. Et si ce n'est pas le cas, ça peut être aussi l'occasion de voir comment la communauté pourrait se réinventer pour répondre justement à ses besoins. Effectivement, en fait, il peut arriver qu'on souhaite réinventer
sa communauté. Donc, je viens d'en évoquer une raison, mais ce n'est qu'un exemple. En fait, les raisons sont multiples. Donc, d'autres exemples peuvent être que l'organisation globale a changé. C'est-à-dire que votre organisation a une nouvelle stratégie qui va impacter les objectifs de votre communauté. Ça peut être aussi que votre équipe a changé. Il y a de nouveaux arrivants dans l'équipe avec une vision différente qui remettent un peu en cause l'ordre établi et qui peuvent aussi questionner la pertinence des objectifs de votre communauté. Ça peut être une réorganisation ou une fusion de plusieurs entités, de plusieurs entreprises. Ça peut être aussi le besoin d'intégrer de nouvelles technos ou de nouvelles méthodos. Vous faisiez par exemple que du quanti et vous avez envie de vous réorienter vers plus de quali. Ou vous avez envie d'intégrer des technologies un peu plus modernes pour recueillir des insights. Donc par exemple, recueillir des insights sous forme de vidéo. Ça peut être aussi l'expansion dans de nouveaux pays ou de nouveaux marchés, si vous voulez adresser de nouvelles cibles qui faisaient pas encore partie de la communauté. Ça peut être aussi l'évolution du marché, donc que ce soit votre marché à vous ou l'évolution du marché des études. Et puis, ça peut être aussi tout simplement en fait, l'envie de casser la routine d'une communauté qui existe depuis plusieurs années, essayer d'avoir un peu envie d'innover et de faire de nouvelles choses. Mais ça peut être tout un tas d'autres raisons. Mais quelle que soit la raison, pour réinventer efficacement une communauté, ça va se passer en 3 phases. La première phase, ça va être de réaliser une évaluation interne en suivant en fait les mêmes étapes que pour la création d'une communauté, donc ce qu'a détaillé Amélie en début de webinaire. Ensuite, il va falloir adapter la communauté à ces nouveaux besoins et ces nouveaux objectifs. Alors, ça peut être assez subtil, comme l'intégration de nouveaux sujets ou de nouvelles méthodos, mais ça peut être aussi une refonte complète de la communauté, voire parfois même un changement de plateforme. Et ensuite, il va falloir donc relancer la communauté, donc soit uniquement en interne, si c'est quelque chose, une réorientation des objectifs ou l'intégration de nouveaux sujets d'études, mais ça peut être aussi en externe lorsqu'il y a un impact en fait visible pour les membres de ce renouveau. Donc ça peut être par exemple le changement de l'identité visuelle de la communauté. Ça peut être aussi le changement de plateforme, parce que souvent quand on change de plateforme, ça n'a plus vraiment le même look que la précédente. Ou encore si vous changez carrément la value proposition, la promesse et les bénéfices que vous offrez à vos membres. Pour terminer, en fait, je voudrais vous laisser avec une de nos recos, qui est lorsque vous avez une communauté, c'est de réaliser en fait cette évaluation interne assez régulièrement, tous les 2-3 ans environ. Ça permet de vous assurer que celle-ci en fait correspond toujours bien aux objectifs et à la stratégie de votre organisation. Et c'est d'ailleurs pour ça en fait qu'on met en place un success plan avec chacun de nos clients. C'est pour qu'on ait tous les objectifs de la communauté en tête et aussi nous permettre de se challenger régulièrement pour être sûr que les objectifs sont toujours en phase avec la stratégie business de l'organisation. Donc, vous savez à présent les grandes étapes pour créer et réinventer votre communauté. Je vais laisser à présent la parole à Stéphanie Piton, chargée d'études au sein du département politique, marketing et culture client de la MAF, qui va partager avec vous son expérience avec sa communauté client MAF et vous. Alors, bonjour à tous. Merci de nous accueillir dans ce webinaire et de nous donner la possibilité de partager notre expérience communautaire avec vous. Alors, pour commencer ce témoignage, je vais vous présenter très rapidement notre service études marketing chez MAF. Déjà, ce service études, il est intégré au sein de la direction marketing et communication. Voilà, le service est composé de 5 personnes, 4 chargés d'études, plus notre responsable Sandrine Mariasub. Notre raison d'être pour ce service, c'est comprendre pour éclairer et agir. Et notre mission, notre quotidien, c'est écouter, décrypter, analyser, traduire la voix du client ou du collaborateur. Et tout ça pour éclairer et orienter les choix de nos décideurs dans l'animation de la marque MAF. Alors pour ce faire, nous réalisons des études avec des instituts ou avec des solutions internes telles que notre communauté MAF et vous. Alors notre communauté MAF et vous, elle a 8 ans maintenant et elle est constituée à peu près d'environ 5000 clients.
Jusqu'à l'année dernière, en 2020, en fait, cette communauté MAF, elle était principalement utilisée pour réaliser des études plutôt rapides, ponctuelles, plutôt des études quali. Et elles étaient principalement tournées autour du même thème. C'était très souvent des études de communication. Par exemple, des perceptions de campagnes de marketing direct, des A/B tests, voilà. Ces études, elles avaient une fréquence plutôt, enfin, peu régulière, et l'animation de notre communauté, en fait, on peut dire qu'elle était perfectible, tout simplement parce que l'équipe manquait de temps dédié à l'activité d'animation de la communauté. Et cette animation, elle se traduisait par l'envoi de newsletters. Donc on envoyait à l'ensemble de la communauté et ces newsletters, en fait, elles reprenaient des retours d'enquête et des résultats d'enquête. Donc voilà un petit peu d'histoire sur d'où on partait concernant notre communauté MAF. Alors, effectivement, depuis près de 2 ans, nous avons décidé de porter un nouveau souffle à notre communauté MAF et vous. Nous avons recruté une étudiante en alternance dont la mission était de réfléchir à la manière de développer notre communauté MAF et vous. Et suite à ces travaux de réflexion et ces différentes recommandations, 2 objectifs principaux ont été identifiés. Le premier, c'est fidéliser les membres de la communauté MAF et vous pour développer leur niveau d'engagement et ainsi les inciter à répondre à nos sollicitations. Pour cela, on a aussi identifié 2 leviers. Le premier, c'est de diversifier les thèmes des études et ça, c'est vraiment ressorti des différentes interrogations que cette étudiante a pu réaliser auprès de nos clients de la communauté. C'est-à-dire que c'est leur demande, ils demandent à pouvoir être interrogés sur différents thèmes d'études et pas simplement sur les campagnes publicitaires. Le deuxième levier, c'est d'animer davantage la communauté. Et comment l'animer? C'est notamment en diffusant des retours d'enquête, des résultats d'enquête et d'apporter aussi des informations auprès de nos clients sur les décisions qui ont été prises suite à leurs sollicitations. Et ça aussi, c'est une demande de leur part. Le deuxième objectif, c'est de proposer cette solution d'étude à plus grande échelle au sein de l'entreprise. Alors, avec ces objectifs revisités, le choix était d'entrer dans une phase de run plutôt pas à pas, et cela au regard de la capacité à faire de l'équipe. C'est pourquoi la mise en œuvre opérationnelle se fait vraiment de façon progressive. On y va vraiment pas à pas. Alors, ça a commencé par une première grande étape qui a été la création d'un hub dédié à la communauté, et ça a été réalisé en juin 2020. Donc, ce hub nous permet de pouvoir communiquer beaucoup plus facilement auprès des membres. Donc, nous l'utilisons pour quoi? Nous l'utilisons pour partager des résultats d'études, pour partager des posts qui créent du lien avec la communauté. Nous partageons également des informations d'ordre plus général, notamment d'une rubrique qui s'appelle Infos et conseils, et c'est du contenu déjà existant disponible sur maf.fr. Et également, ce hub nous permet de pouvoir paramétrer de façon automatisée des newsletters que nous envoyons de façon régulière. On va le voir juste après à quelle cadence. Suite à cette première étape, début d'année, avec Potentiate, nous avons réalisé notre Success Plan 2021. Et ce Success Plan, il s'articule autour de 2 grands axes. Le premier, c'est le pilotage en fait des études que nous souhaitons mener tout au long de l'année auprès de notre communauté. Et voilà, l'idéal de fréquence, c'est une étude par mois. Donc vraiment, on essaie de piloter à l'avance et on essaie d'anticiper les études qui peuvent arriver. Et ce sur quoi on doit travailler, c'est d'essayer d'avoir 1 ou 2 thématiques d'études sous le coude pour les moments où effectivement on pourra avoir un peu moins de demandes. Le deuxième axe concerne l'animation du hub. Et donc là, je vais vous présenter en fait différentes c'est plus ou moins des rubriques, des items en fait, qui nourrissent les différents posts que l'on peut faire au sein de ce hub. Alors notamment le premier, c'est un fun fact. Alors on peut effectivement mettre en avant un chiffre clé, on peut mettre en avant un mini sondage. Et là, l'idée, c'est d'en avoir au moins un par mois.
Donc, c'est une information plutôt rapide, c'est pas forcément un long article. La deuxième rubrique, donc, qui est demandée par les clients, c'est la rubrique qui va concerner plutôt les résultats d'enquête. Alors, dans les résultats d'enquête, on ne livre pas l'entièreté des résultats, mais simplement les enseignements principaux. Et puis, c'est une rubrique aussi qui va nous permettre de répondre aux verbatim que nous récoltons dans les différentes enquêtes. Là, la fréquence aussi, on essaie d'en avoir au moins une par mois. Autre rubrique, la rubrique que nous avons appelée What's Next. Alors, c'est un nom interne. Cette rubrique, elle a pour vocation à avoir plutôt un recensement des actions que nous avons mis en place dans l'entreprise suite aux différentes études. Ça aussi, c'est attendu par les clients. La fréquence, c'est aussi au moins une par mois. Ensuite, nous avons un autre type d'information que nous pouvons poster sur le hub. Il s'agit des coulisses de MAF. Donc là, c'est pour partager plutôt des informations un peu plus intimistes, un peu plus en avant-première sur ce qui se passe au sein de l'entreprise. Je vous donnerai un exemple un petit peu plus tard. Enfin, nous avons des thématiques autour de infos et conseils. Comme je vous le disais, on va piocher dans du contenu existant disponible sur maf.fr. On a plutôt ici des sujets d'actualité. Et puis enfin, nous avons l'activité donc de la newsletter. Et cette newsletter que nous envoyons à l'ensemble de notre communauté, nous avons l'ambition donc d'en envoyer une par mois. Et cette newsletter reprend les derniers posts que nous avons faits sur les différentes rubriques que je viens de vous présenter. Donc voilà, ça c'est notre Success Plan 2021. Maintenant, pour que ce soit peut-être un petit peu plus concret, je vais vous donner des exemples de posts que nous avons réalisés. Le premier, concernant le fun fact, eh bien, vous voyez, le premier chiffre que vous voyez, c'est 8000. 8000 merci. Et en fait, sur ce premier trimestre, ou c'était peut-être en avril, nous avons décidé de remercier nos clients, pour effectivement nous avoir apporté plus de 8000 réponses au travers de toutes les enquêtes réalisées dans notre communauté MAF et vous en 2020. Ça, c'est un exemple de fun fact. Un exemple d'article également que nous avons posté sur le hub dans le cadre des infos et conseils, c'était un article disponible sur maf.fr concernant le rétrofit ou comment transformer sa voiture en voiture électrique. Vous voyez, plutôt des sujets actuels de société. Alors, concernant la rubrique des résultats d'enquête, je vais vous prendre un exemple en fait tiré d'une étude qui a été réalisée en fin d'année 2020. Cette étude, elle avait pour objectif de trouver une ambition fondatrice pour l'anniversaire des 70 ans de MAF. Et cette ambition fondatrice, ou qu'on pourrait communément appeler slogan, ce n'est pas véritablement un slogan, mais pour les clients, c'était plus simple à comprendre, ce serait utilisé en fait dans nos communications, dans nos spots TV et relayé dans nos différentes actions de communication. Et donc là, ce que je vais vous montrer, c'est justement le partage de l'information sur le retour. Quels ont été les résultats suite à cette enquête-là? Donc là, je ne vais pas vous lire tout l'article, mais l'idée, c'était de partager avec notre communauté le choix qu'ils ont fait sur ce qu'on pourrait appeler un slogan ou cette ambition fondatrice. Et donc, le résultat, c'était bâtir un collectif pour que chacun y gagne. Alors, je rentre un petit peu dans le détail parce que c'est pour faire le lien et continuer à vous raconter l'histoire sur cette étude-là, puisque nous venons juste de poster aujourd'hui la suite de l'histoire sur qu'est-ce qu'on a mis en place depuis ce choix. Eh bien, en fait, ça a donné naissance effectivement à une démarche d'engagement client qui s'appelle Ma façon d'être. Et en fait, on reprend justement ce terme, enfin cette phrase de bâtir un collectif pour que chacun y gagne. Et en fait, nous avons partagé avec notre communauté la première concrétisation de MAF suite à leur contribution. Donc, nous allons suivre le nombre de vues de cet article. Enfin, dernier exemple, les coulisses de MAF. Alors là, on va tester quelque chose pour la première fois, c'est qu'en fait, on va présenter l'équipe études MAF, parce qu'en fait, aujourd'hui, la communauté connaît nos prénoms à travers les emails d'invitation de nos études, de nos questionnaires.
Et finalement, on s'est dit que ça pourrait être sympa de se présenter, alors très rapidement, hein, mais de façon à créer du lien et de la proximité entre la communauté et puis l'équipe études. Voilà pour ces exemples. Alors maintenant, les prochaines étapes, vers quoi on se tourne? Principalement, ça va être de promouvoir la communauté en interne, comme je vous le disais au début du témoignage. Donc c'est vraiment de faire connaître, cette solution d'étude, la communauté MAF et vous, au sein de toutes les directions de MAF, de façon à pouvoir aller, solliciter et notamment les directions qui nous connaissent peut-être, peu et qui pourraient, donc être intéressées pour réaliser, des études. Et on est en ce moment en train de réfléchir à notre plan de communication interne. Deuxième étape, on souhaite ardemment réaliser des études quali avec, notre communauté et vraiment l'idée notre ambition vraiment, ça serait de pouvoir, trouver des sujets d'études pour lesquels nous pourrions travailler en mode itératif, en fait, en co-construction. C'est vraiment une ambition, que nous avons, heu, sur ce point-là. Alors bien sûr, ça va nous permettre, d'alimenter ce cercle vertueux, que vous pouvez voir sur le support, puisque en servant davantage les besoins en interne au sein de l'entreprise, cela va nous permettre de diversifier nos thèmes d'études, nos types d'études, faire du quanti, faire du quali et ainsi de nourrir, l'engagement de la communauté MAF et vous. Voilà et en conclusion, je voudrais juste terminer par ces quelques mots. Pour nous, cette communauté MAF et vous, c'est un formidable outil, hein, enfin, vous le voyez, qu'on souhaite vraiment développer. Hem, une chose très importante pour nous, c'est que l'animation, en fait, de la communauté, MAF et vous, elle est vraiment au cœur de l'activité du service études, maintenant. Alors, aujourd'hui, on a 2 personnes dans l'équipe qui sont plutôt en lead sur le pilotage et l'animation de la communauté, mais véritablement, c'est vraiment l'affaire de tous, hein, dans l'équipe et toute l'équipe est concernée et impliquée. Donc tout le monde est acteur, tout le monde réalise des posts sur le hub. Maintenant, concernant les résultats, bon, c'est un petit peu trop tôt pour le dire parce que vous voyez que nous avons mis en place beaucoup de choses, notamment, voilà, on a commencé par le hub en juin 2020 et puis là, on est vraiment sur l'animation de la communauté depuis le début de l'année, donc c'est un petit peu tôt pour en tirer des conclusions. Cependant, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des tendances quand même positives, qui sont à noter sur l'engagement des clients. Et effectivement, la tendance semble montrer que le nombre de vues des posts augmente dès lors que nous communiquons sur des retours d'études ou sur des informations, partage d'informations sur les actions décidées par la MAF. Et ça, versus, le nombre de vues sur, par exemple, des informations type infos et conseils. Voilà, donc c'est très encourageant par la suite pour la suite. Et, et donc, il nous reste beaucoup de choses encore à faire. Voilà. Bien écoutez, je vous remercie pour votre écoute et votre attention. Merci beaucoup pour ce témoignage et ce retour sur expérience. Alors, on a fait un petit slide de ce qu'il faut retenir selon nous suite à ce témoignage et aux différentes présentations qui ont été faites. Le premier point, on pense que c'est vraiment que la réussite d'une communauté, vous l'aurez compris, n'arrive pas par hasard. Il y a des étapes précises à suivre pour organiser la création ou la réinvention de votre communauté. Pour assurer son succès, il faut bien définir en amont ses objectifs, la technologie qu'on va utiliser, le ton qu'on souhaite lui donner, les livrables que l'on souhaite, le mode de collaboration ou le type d'organisation qu'on va mettre en place aussi. Et puis la communication interne sur le projet, on en a parlé, est très importante aussi pour qu'il puisse infuser dans l'organisation et devienne un véritable projet d'entreprise. Le ROI, le retour sur investissement aussi, est un point très important. L'évaluer à intervalles réguliers en particulier, c'est un des points sur lesquels on vous accompagne aussi chez Potenchet. Il faut aussi évaluer les besoins en amont
et les budgets et les ressources. Et lors d'un projet déjà existant, étudier les besoins satisfaits, mais aussi les insatisfaits parmi les différents commanditaires pour pouvoir le faire évoluer. Et bien entendu, il s'agit aussi d'organiser les choses de façon à répondre à ces besoins et en particulier définir qui va intervenir sur le projet et à quel niveau. Est-ce que, en effet, ce sont les équipes Insight en interne ou bien d'autres équipes ou l'agence ou un mode mixte qui fait intervenir toutes ces parties, qui est d'ailleurs un des principaux modes existants sur les projets que nous gérons. Enfin, l'utilisation de la méthode Mosco aussi pour définir vos priorités sur la plateforme techno est très importante. Les must-have, les should-have, les nice-to-have que nous avons vus. L'approche itérative qui consiste à revoir les besoins, les redéfinir régulièrement en fonction du retour sur l'expérience de l'entreprise, comme l'a fait la MAF, est clé pour la pérennité et le succès de ce type de projet. Et enfin, revoir ces étapes de manière régulière en réalisant une évaluation interne et en suivant toutes ces étapes, les mêmes étapes finalement que lors de la création initiale de la communauté, permet d'adapter le projet aux nouveaux besoins et aux objectifs. Voilà, en conclusion, nous allons passer à présent à la session questions-réponses. Il y a déjà des questions dans le chat. N'hésitez pas à écrire les vôtres. En plus de donc, Sandrine, Stéphanie, Gwenaëlle et Amélie, nous avons aussi la chance d'avoir Ray Pointer, notre Chief Research Officer, qui sera ravi de répondre à vos questions avec nous. La session Q&A est ouverte. Alors, mes collègues se connectent, c'est bon, vous êtes là, oui. Ouais, ouais. Salut Amélie. Donc, on a déjà plusieurs questions dans le chat ou dans les Q&A ou dans la discussion. Je peux lire la première si vous voulez, comme ça on va y répondre. Donc, la première question que nous avons, c'est quel est votre niveau d'accompagnement une fois la communauté mise en place? Est-ce que vous avez un modérateur qui peut la faire vivre à notre place ou bien est-ce que c'est une sorte de DIY que l'on doit nourrir nous-mêmes en permanence? Amélie, je te laisse la parole Ouais. si tu veux. Ouais, alors ça, c'est des choses qui sont complètement flexibles. Comme pour la MAF, il y a quand même beaucoup de choses qui sont, par exemple, gérées en interne chez vous, mais on a aussi d'autres clients pour qui on gère tout. Donc ça, nous, on s'adapte vraiment en fonction de vos ressources, de vos volontés internes, etc. Après, on est toujours là pour vous guider sur, vous donner des recommandations sur quoi mettre en place, à quelle fréquence, etc. Et comme on l'a fait avec la MAF, effectivement, ça peut même faire partie du success plan. Mais c'est vraiment flexible. On peut juste être là, entre guillemets, en garde-fou, conseil, ou faire tout pour vous si vous le souhaitez. Je complète juste un petit peu. On est quand même souvent là pour tout ce qui est stratégie d'engagement, pour vous accompagner sur la bonne séquence, par exemple, d'études et de postes, évaluer avec vous la santé de la communauté, etc. Mais en effet, comme l'a dit Amélie, pour tout ce qui est activité, études, quanti, forum, enfin tout ce que vous voulez, ça peut être soit en full surf, soit en DIY. Et là-dessus, on est hyper flexible. Et je rajoute juste que le critère DIY ou full surf, c'est aussi d'ailleurs un des critères qui rentre un peu en compte quand on fait le choix de la plateforme techno. Parce qu'il y en a qui vont être très DIY et d'autres un peu moins. Donc, en fonction de ce que vous souhaitez, on sélectionne la meilleure. On avait une autre question qui suit, je vais la lire directement. Serait-il possible d'avoir une idée approximative du budget, s'il vous plaît? Je suppose des coûts fixes d'implémentation plus des coûts variables. Alors, je peux faire une première réponse. Donc, bien évidemment, sur ce type de projet, le budget va varier comme sur d'ailleurs des projets d'études ou autres, en fonction du dimensionnement
Alors, il y a plusieurs critères en réalité. Du dimensionnement d'une part, la taille du projet. Hein, si on est sur 300 personnes, c'est évidemment pas le même budget que si on est sur 160 000 ou 80 000, ce qui peut arriver. Il y a aussi l'aspect international qui joue. Hein, quand on a des communautés qu'on gère pour certains clients sur 8 pays, bon, c'est des process plus complexes, plus étendus. Et donc, sur le business model, en effet, on va avoir une licence récurrente qui correspond à la techno et à notre accompagnement, notre account management toute l'année, hein, puisqu'on est là toute l'année pour vous accompagner et pour vous aider à faire infuser le projet en interne, comme on vous l'a dit. Et ensuite, par-dessus cela, il y a les activités, les études, les quali, quanti qui se greffent. Et là, c'est soit vous, soit nous. Et dans ce cas-là, voilà, en effet, c'est très variable selon que vous êtes sur un mode DIY ou full service. Quant à l'ordre de grandeur budgétaire, je propose à la personne qui a posé les questions d'en discuter demain, par exemple. Voilà. Je vous en prie, merci. Après, dans le Q&A, il y a d'autres questions, et notamment une question pour MAF. Combien de personnes chez MAF gèrent la communauté en direct et y consacrent combien de temps? Bonjour à tous, je suis Sandrine de MAF. Suite à la question d'Evelyne, Stéphanie y a un petit peu répondu. En fait, pour nous, la communauté, mais comme tous les dispositifs de collecte de voix du client, pour nous, c'est l'affaire de toute l'équipe, qui est une petite équipe puisque nous sommes 5. Donc, la communauté, comme le reste, on travaille en collectif, on aime beaucoup ça dans l'équipe. Mais ce que je peux vous dire pour vous donner un ordre d'idée assez macro, disons qu'il y a 2 chargés d'études qui sont spécifiquement responsables de l'animation et de l'organisation des études via la communauté. Et je dirais que chacune passe 25% de son temps sur le sujet. Merci Sandrine. On a une autre question concernant l'aspect budgétaire. Sur le modèle économique est construit sur la base d'achat de licence. Comment ça se passe? La durée de validité de la licence, pardon. Et proposez-vous de vous charger du recrutement dans le cadre d'un partenariat avec un institut? Mathieu, je te laisse peut-être. Oui. Donc, la licence sur ce type de dispositif, elle est, donc on est sur des communautés long terme. Là, hein, on parle de communautés long terme. Elle est annuelle au minimum, on va dire. On a aussi des contrats de 2 ou 3 ans. Et, et donc, notre modèle économique, oui, il est en effet, il y a une base de licence, entre guillemets, donc qui contient à la fois la licence techno, mais aussi, comme je vous l'ai dit, l'account management, hein, donc une sorte de licence service pour toute l'année. Donc ça, c'est le budget récurrent, comme vous l'avez dit. Et par-dessus cela, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, voilà, se greffent des projets, soit en DIY, soit faits par nous. Et donc là, on est sur quelque chose de plus flexible. Proposez-vous de vous charger du recrutement dans le cadre d'un partenariat avec un institut? Alors, on peut se charger du recrutement, tout à fait. Le recrutement, c'est soit sur vos fichiers quand vous en avez, soit éventuellement sur vos réseaux sociaux, sur vos pages Facebook. Donc ça, c'est du recrutement entre guillemets qui ne coûte pas cher parce que on utilise vos bases. Hein. Mais dans certains cas, et je pense en particulier à des acteurs de la grande consommation, on a pas mal de clients dans ce cas, on va nous coordonner des recrutements en externe, alors par différents moyens, soit des partenaires affiliés, soit des réseaux sociaux, etc., pour trouver les personnes que vous n'avez pas dans vos fichiers. Merci Mathieu. On a une autre question, peut-être que Sandrine et Stéphanie, vous pourrez y répondre. Peut-on trouver, et avoir votre point de vue là-dessus, une représentativité lors d'un quanti au travers d'une communauté? Stéphanie, tu veux que je réponde?
Comme tu veux, Vas-y. Sandrine, vas-y. Bon, moi, je peux commencer à y répondre. C'est la question qui nous est systématiquement posée. C'est vrai que c'est souvent une réserve qui est émise, en tout cas chez nous en interne. Euh, euh, déjà, la construction du panel client, nous, on l'a construit sur la base de la représentativité, effectivement, de notre portefeuille client. Ensuite, c'est vrai qu'on constate qu'il y a des profils qui sont plus réactifs et qui répondent le plus facilement. Mais ensuite, sur la base de réajustement, on peut effectivement trouver une représentativité des études qui sont effectuées via la communauté. Je ne sais pas si tu veux compléter, Stéphanie. Écoute, juste peut-être rajouter que c'est vrai qu'en fonction de certains types d'études et en fonction du volume de la cible étudiée, on peut essayer de solliciter peut-être un peu moins parfois les cibles qui sont surreprésentées de façon à trouver une espèce d'équilibre et ainsi nous permettre d'éviter de faire un peu trop de redressement. Voilà. C'est ce qu'on a Après, tendance voilà, à développer. juste pour compléter, c'est vrai qu'il y a des cibles qui sont plus réactives de l'autre, mais je pense que c'est valable aussi, je dirais, sur un panel classique, sans doute. Et comme vous disiez, on essaie toujours on contrôle qui rentre dans cette communauté et voilà, si vous avez besoin d'être représentatif d'une certaine cible, on va faire des checks réguliers pour s'assurer que ça correspond bien au profil de vos membres dans la communauté. Après, on a aussi, nous, des clients qui ont fait des parallèles testing sur communauté versus une étude plus classique sur un panel et qui retrouvait un profil équivalent tout à fait les mêmes niveaux de réponse, les mêmes rankings, etc. Donc voilà, après, sur une communauté, je pense que en termes de qualité des réponses, d'engagement de ce pourquoi les gens répondent, et Gwenaëlle en parlait, on n'est pas sur des incentives financiers parce qu'on veut vraiment que les gens soient là parce qu'ils ont envie de donner leur avis et envie de donner des feedbacks constructifs. Donc, une très grande qualité de réponse qu'il faut prendre en compte, je pense, dans cette balance de la représentativité. Merci. Euh, Est-ce ouais. qu'on a une autre question? Il y avait une autre question, les communautés éphémères sont-elles efficaces? Oui, très bonne question. C'est vrai que là, on a parlé principalement, on est tout à fait d'accord, des dispositifs long terme, alors qu'on appelle communauté, on pourrait aussi appeler dispositif customer centric, hein, puisque finalement, ils sont de taille très variée, dans des buts très variés. Ça peut être des patients rares pour un labo, ça peut être des clients, des dizaines de milliers de clients pour un retailer. Donc voilà, c'est un concept où on est plugué avec son audience stratégique, mais le design et le périmètre est très variable et on peut même les connecter au système entreprise d'ailleurs, hein. Donc là, on est sur quelque chose de, en effet, assez pérenne et qui fait vraiment office de projet d'entreprise pour adresser des dizaines et des dizaines de sujets et avec un champ des possibles hyper vaste en réalité. C'est le message vraiment qu'on essaie de faire passer à tous nos prospects et nos clients, même quand ils commencent, parce que il y a pas mal de clients qui achètent qui commandent des communautés, qui les mettent en place et ça se passe très bien, mais pour un ou deux ou trois usages spécifiques, alors qu'en réalité, on peut intervenir à tous les niveaux du marketing mix et de la communication et même du corporate. Donc, c'est vrai que ce n'est pas le même but et c'est beaucoup plus ambitieux, j'ai envie de dire, qu'une communauté éphémère. Une communauté éphémère, ça va plutôt être dans un objectif précis pour quelques semaines. Et par exemple, c'est vrai qu'il nous arrive d'en conduire aussi d'ailleurs, hein, pour, mettons, un relaunch de produit où on veut avoir des infos sur la gamme et puis retravailler l'ensemble du mix, mais pour un produit spécifique. Là, vraiment, sur la communauté, on peut traiter
on a des communautés pour des acteurs de la grande conso, toutes les gammes de produits, des sujets marketing, mais aussi autres. Donc, on est sur voilà, quelque chose d'autre, en fait. Ce n'est pas le même usage. Et donc, pour répondre, les communautés, elles peuvent être éphémères, elles peuvent être efficaces, mais pour un sujet spécifique, voilà, sur un besoin très précis. Amélie, je ne sais pas si tu veux compléter, mais Non, non, mais je suis on est d'accord avec d'accord. toi. Ouais, c'est bien, ça tombe bien alors. Je pense que il est l'heure. Ok, super. Bah, écoutez, si on a terminé avec les questions-réponses, voilà, notre webinaire touche à sa fin. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. Donc, on a un site français maintenant avec beaucoup de podcasts sur le sujet des communautés, de la human experience d'une manière générale, puisque c'est là-dessus qu'on se positionne. On a aussi une dizaine donc d'épisodes disponibles sur ce site, sur nos réseaux sociaux, Spotify et même Apple Podcast. On vous les partagera après le webinaire, bien sûr. Si vous souhaitez savoir comment être plus human-centric et donc surtout comment construire votre communauté ou la réinventer, vous n'hésitez pas à nous contacter donc sur nos emails perso. Hein, je pense que vous devez avoir le mien, peut-être celui d'Emen, et puis voilà, vous pouvez aussi nous contacter sur LinkedIn bien entendu. Et on a aussi une adresse générique qui est hx@potential.com. Vous pouvez aussi nous contacter sur cette adresse. Un grand merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Merci à Sandrine, Stéphanie, Ré, Amélie et Gwenaëlle. Merci beaucoup à Sandrine et Stéphanie pour leur temps et pour Oui. la préparation de la présentation de ce webinaire et aussi pour la confiance qu'elles nous accordent. Toute l'équipe Potentiel est vraiment ravie de vous accompagner pour être plus customer-centric grâce à votre communauté. C'est vraiment un plaisir de travailler avec vous. Merci beaucoup à tous les spectateurs qui étaient nombreux aujourd'hui. Nous restons disponibles pour répondre à toutes vos questions, bien entendu. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.